Bien, écoutez, il doit être maintenant 1 minute après l'heure prévue du démarrage de notre webinaire consacré qui vise à continuer d'apporter des réponses à la question comment continuer à croître quand tout le monde cherche à survivre. Merci, docteur Mohamed Gakou, directeur général de l'ISPRIC, à la fois pour votre présence et aussi pour nous avoir suggéré ce thème de webinaire parce que c'est un thème d'une grande actualité. Merci, professeur Yvon Pequeux. Vous êtes responsable, professeur référent du groupe de DBA organisé à Bamako en partenariat avec l'ISPRIC. Merci pour votre présence. Merci également à tous les participants, à les nombreux participants qui se sont déjà connectés et à tous ceux qui nous écouteront en différé parce que les heures d'activité professionnelle ne permettent pas toujours de se connecter pardon, en temps réel. Donc, ce webinaire est consacré à une réponse à la question comment continuer à croître quand tout le monde cherche à survivre. Et au cours de notre précédent webinaire, au mois de décembre, le professeur Yvon Pequeux avait proposé 3 types de réponses la flexibilité, la proactivité et la résilience. Et c'est la raison pour laquelle, sur l'idée du professeur Gakou, du docteur Gakou, nous avions convenu de continuer notre réflexion sur ce thème-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la présentation de l'agenda, quelques conseils techniques que je vais donner. Ensuite, je vais passer la parole aux différents intervenants. Et puis, bien sûr, il y aura un laps de temps pour des réponses aux questions que vous pouvez nous apporter. Et puis, nous dirons quelques mots pour terminer sur l'exécutif d'IBA à Bamako. Alors, d'abord, quelques conseils techniques. Comme c'est l'usage et comme vous êtes très nombreux à vous connecter, les micros sont coupés. Ne vous en formalisez pas. Mais vous pouvez à tout moment, bien évidemment, interagir avec nous, soit au travers du bouton Q&A, Q&A ou du chat. Vous pouvez nous faire part de vos réactions, nous faire part de vos questions. Alors, tout d'abord, je vais passer la parole aux intervenants pour qu'ils se présentent en quelques mots. Docteur Mohamed Gakou, vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, professeur. Je suis docteur Mohamed Gakou, directeur général de ISPIC, également alumni du Business Science Institute. J'ai soutenu ma thèse en 2017 dans ce même institut et nous avons, en tant qu'ISPRIC, le plaisir d'héberger ce prestigieux programme à ISPRIC. Et nous avons souhaité quand même, comme la vocation de ce programme est d'impacter les managers, leur offrant des outils capables pour qu'ils soient toujours à jour et à faire face à tous les défis managériaux de l'heure. Voilà un peu ma petite présentation et je vais passer la parole. Merci, prof. Merci beaucoup, professeur Yvon Pequeux. Je vous passe la parole. Vous Merci, présentez. merci. Donc, professeur Yvon Pequeux, professeur du CNAM, titulaire de la chaire. C'est pas moi qui ai choisi le nom parce que ça devrait être organisation, développement des systèmes d'organisation. Pourquoi j'insiste sur le concept d'organisation? C'est parce que c'est la base conceptualisée de, on peut dire, la quasi-totalité des disciplines de sciences de gestion ou de management. Je vais exclure le marketing quantitatif et la finance de marché, mais pour le reste, c'est le cœur conceptuel des disciplines qui sont les nôtres. Et donc, Merci. je suis référent de Bamako 1, dont, alors je suis très content, les candidats ont tous été docteurs. Et donc là, évidemment, j'envoie la parole relativement aussi au professeur Kalika, puisqu'il tient absolument, et c'est un argument que je partage très profondément, que toutes les personnes qui entrent dans ce programme en sortent. Et donc à l'heure actuelle, référent de Bamako 2, euh, avec les mêmes objectifs.
Merci, merci professeur Becqueux de rappeler en effet que notre finalité, c'est pas les inscriptions, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement facile, hein. Non, notre finalité, c'est la soutenance. Et on a tous à cœur, tous les professeurs qui sont impliqués ont à cœur d'accompagner les doctorants managers qui s'inscrivent dans le programme. On les sélectionne, on essaie de comprendre leur motivation, on voit s'ils seront disponibles, mais ceux qui s'inscrivent peuvent être sûrs d'une chose, alors non pas de soutenir, mais ils peuvent être sûrs d'avoir le soutien total de l'institution et des professeurs pendant la durée du programme. Et s'ils travaillent, eh bien, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison qu'ils ne soutiennent pas. Et on est très fiers, en effet, des soutenances, et certains remportent même les prix de l'impact managérial. Alors, mon nom, vous l'avez compris, mon nom est Michel Calica. Je suis président fondateur du Business Science Institute, une institution en réseau qui a fêté ses 10 ans et qui n'a qu'un seul programme, c'est son originalité, un programme dédié à l'impact de la réflexion, de la recherche commune entre managers et universitaires, permettant de soutenir un DBA et de publier des ouvrages. Nous y reviendrons. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Professeur Yvon Péqueux, lors du précédent webinaire, vous avez insisté sur le fait que pour répondre aux défis actuels du management, et je demanderai au professeur Gakou ensuite d'illustrer ces éléments-là dans le contexte qui est le sien, vous avez mis en avant trois concepts qui sont des concepts extrêmement lourds, extrêmement forts dans le domaine du management. Vous avez dit flexibilité, vous avez dit proactivité et vous avez dit résilience. Alors, ça mérite des explications et c'est la raison pour laquelle je vous interroge maintenant. Alors la première chose, parce que l'auditoire est habitué à l'usage de ces mots de flexibilité, de proactivité et de résilience, avant de travailler sur chacun d'entre eux, je mets en évidence quelque chose qui est très important, puisqu'on peut avoir une acception aussi bien individuelle qu'organisationnelle. C'est une question de positionnement. Donc, les uns vont dire flexibilité, proactivité, résilience, leur enracinement est l'individu et donc la référence est la psychologie. Et d'autres, dont je fais partie, qui vont considérer que flexibilité, proactivité et résilience sont des enjeux organisationnels et qu'à ce titre, la somme des flexibilités, la somme des proactivités ou la somme des résiliences individuelles ne fait pas ni flexibilité, ni proactivité, ni résilience. C'est un débat important qu'on va retrouver d'ailleurs au fur et à mesure du développement qui va concerner chacun de ces concepts. Alors, tout d'abord, la flexibilité. Et vous venez d'insister sur le fait que flexibilité, c'est à la fois au plan individuel et au plan organisationnel. Alors, la flexibilité. Alors, d'où est-ce qu'elle nous vient? Alors, d'abord, j'aime beaucoup mettre en perspective les termes par rapport à leurs synonymes ou par rapport à leurs antonymes. Donc, le synonyme, l'antonyme de la flexibilité, c'est la rigidité. Son synonyme est l'agilité. D'ailleurs, il y a tout un débat sur l'agilité organisationnelle qu'on n'aborde pas ici. Mais je mets en évidence ces deux termes parce que ça permet de mettre en relief la notion elle-même. Ça nous est venu dans la décennie 80, on y reviendra après, au moment de l'automatisation, de l'apparition des robots, si je le dis de cette manière-là. Et donc aujourd'hui, la flexibilité se concrétise par une triple perspective, une automatisation, informatisation, et Dieu sait si avec les logiciels d'intelligence artificielle, cette perspective continue à avoir une validité, le développement corrélatif de systèmes homme-machine. Donc en règle générale, on le voit, c'est pas très positif de l'exprimer de cette manière-là, mais dans les catastrophes, en particulier dans les catastrophes aériennes, vous avez un antagonisme qui opère entre le pilote et l'avion, ou alors une alliance entre ce pilote et l'avion qui refuse d'obéir aux commandes de l'avion et qui, là en l'occurrence, pour le dernier élément, a eu le réflexe d'immédiatement gérer le retour de cet avion qui avait perdu sa portière, qui aurait dû être condamnée. Et enfin, la troisième perspective organisationnelle qui fonde la flexibilité, c'est les externalisations, puisque les externalisations sont un mode
d'acquisition d'une flexibilité. Alors, tout à fait. Est-ce que dans le contexte qui est le vôtre, docteur Gakou, est-ce que le concept de flexibilité, est-ce que c'est un concept qui fait sens? Est-ce que, notamment au travers des externalisations, est-ce que dans le contexte qui est celui des entreprises maliennes à Bamako, vous avez ça a du sens, ce concept-là? Merci, professeur. Aujourd'hui, je me dis que le plus gros avantage d'un manager au Mali serait d'être assez flexible parce que nous sommes dans une turbulence perpétuelle. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la crise. Et quand on parle de crise, on parle d'incertitude à tous les niveaux. Donc, les plans, on va dire, ordinaires que nous avions ne sont plus à jour. Donc, il va falloir trouver d'autres pistes, d'autres solutions. Et il faut être proactif et cela demande assez d'agilité. Et quand on parle d'agilité, naturellement, ça a été dit que c'est le bon synonyme, c'est la flexibilité. Donc, la flexibilité a été dit en termes de personnes, individus, oui, parce qu'il faut avoir un esprit flexible pour pouvoir s'adapter au contexte. Et également, il faut une flexibilité même de l'entreprise pour pouvoir se ressaisir et pouvoir bien croître au moment où les autres cherchent à survivre. Donc, absolument, ça fait du sens. Et surtout en ces périodes-là, aujourd'hui, nous en avons vraiment besoin. Et il s'agit en ce moment de finalement tordre un peu, en fait, les process. Parce que les process, il faut les comprendre, nous permettent d'arriver à destination. Mais les process ne sont pas à la destination. Donc, si on est rigide sur le processus, on risque de perdre l'essentiel. Donc, voilà un Absolument. peu Merci. l'illustration que je voulais Merci. de Merci, docteur flexibilité. Yakou. Professeur Peke, vous donnez à la flexibilité plusieurs dimensions. J'avais promis la mise en tension entre l'individuel et l'organisationnel. L'individuel, donc si on veut caractériser la flexibilité d'un point de vue individuel, il ne faut pas oublier la flexibilité physique. Donc, la question de l'ergonomie est quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par la signaler. La flexibilité mentale, donc au moins aujourd'hui, nous sommes confrontés, c'est un débat au sein du Business Science Institute, de l'usage de l'intelligence artificielle. Il faut être flexible, hein, donc flexibilité mentale. Comment est-ce que dans l'animation pédagogique, ou surtout le suivi des thèses, nous acquérons, nous acceptons ce type de flexibilité? La flexibilité au travail, c'est évidemment la question d'ajustement de l'emploi du temps, d'ajustement des effectifs, de capacité d'adaptation aux changements rapides dans le monde professionnel. Donc, on est plutôt sur une logique aujourd'hui qu'on pourrait qualifier de gestion des ressources humaines, hein, ce qu'on appelle le développement professionnel. Et enfin, la flexibilité sociale. Nous sommes en train d'en vivre une qui est la capacité à interagir et à s'adapter à différents groupes sociaux, cultures ou situations sociales. Donc, nous avons au moins deux injonctions, culture et situation sociale, puisque nous sommes sur un séminaire à distance. Alors, la flexibilité a une dimension organisationnelle. Voilà, Ça, alors elle nous vient de la décennie 80 avec l'arrivée des robots dans l'industrie automobile, hein, crise énorme de l'industrie automobile à cette époque, comme on l'a vu aujourd'hui sur d'autres registres, hein, avec le passage à l'électrique et comment, à l'intelligence artificielle embarquée. Mais au début, dans le courant de la décennie 80, euh, donc crise du pétrole, effondrement, grosses difficultés des entreprises européennes et américaines, et comment richesse insolente des entreprises japonaises. Et donc, nous sommes allés voir et nous avons découvert des entreprises dans lesquelles il y avait des robots. Donc, la question de la flexibilité nous est venue de cette robotisation. Et la caractéristique des robots, c'est qu'ils pouvaient être reprogrammés pour faire d'autres pièces, pour comment
contribuer à la production d'autres modèles que ceux qui étaient dans la production en série. Donc c'est pour ça que je voulais signaler cette origine. Et donc en même temps, évidemment, j'ai une injonction de définition, une capacité d'une entreprise ou d'une organisation à s'adapter. Deux acceptions de la flexibilité en volume, alors à l'origine, hein, puisque maintenant, vous verrez qu'il y en a une troisième qui est apparue, la flexibilité en volume ou flexibilité opérationnelle, hein, c'était la commutation des robots pour produire des pièces et contribuer à la production de véhicules automobiles différents, qui est une problématique qui subsiste. La flexibilité en produit ou flexibilité stratégique, qui est la faculté à accepter des modifications ou des évolutions de conception des produits. On parlait de l'industrie aéronautique. Euh, un Airbus ou un Boeing a une durée de vie de 40 ans. 40 ans plus tard, le contenu de l'Airbus ou du Boeing a peu à voir avec ce qui était à l'origine. Et pourtant, c'est le même appareil. Et donc là, on est sur cette question de flexibilité en produit et en volume et en produit. Vous distinguez la flexibilité quantitative de la flexibilité qualitative. Pour le travail, alors quantitative en Europe, c'est le recours à l'intérim plutôt qu'à l'embauche pour des volets personnels. Ça veut dire en d'autres termes, il ne s'agit pas de construire un fonctionnement d'entreprise uniquement avec des intérimaires, hein, mais c'est cette idée de flexibiliser par rapport aux injonctions. On va vivre sur un autre registre, on va vivre cela au moment de l'organisation des Jeux olympiques avec des volontaires. Alors, ces volontaires relèvent tout à fait de la flexibilité quantitative qui ne saurait avoir de sens sans flexibilité qualitative, hein, et donc ça c'est l'autre aspect, l'enrichissement des tâches au début et aujourd'hui, la capacité à interagir avec, si je reviens à mon exemple, les logiciels d'intelligence artificielle. Flexibilité, donc, nous avons clarifié, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel vous insistez, c'est la proactivité. Alors, la proactivité, c'est être avant, hein, d'où cette terminologie, d'où ce terme de proactivité. C'est pour ça que j'ai mis comme antonyme la réactivité. Donc, la proactivité, c'est cette capacité à prendre des initiatives, à anticiper avant que des événements ne surviennent. Elle se caractérise par la recherche de toute forme d'opportunité. C'est-à-dire la proactivité, par exemple, en matière d'enseignement à distance, ça a été de créer les cours en ligne avant la crise du Covid, et la réactivité, ça a été au moment de la crise de mettre en ligne les cours. Totalement, oui. Tout. C'est illustration parfaite. Alors, même chose, proactivité individuelle, hein, donc je me dois de conserver, qu'on va trouver dans les logiques de leadership. Alors en particulier, je vais simplement faire une référence qui est utilisée assez souvent sans en avoir les fondements. C'est le fameux leadership transformationnel, hein, de Bénis et Nanus. J'en avais parlé la dernière fois en disant que ces deux auteurs avaient été les fondateurs de l'acronyme VUCA, hein, vulnérable, incertain, Mhm. complexe et ambigu. Et le leader transformationnel associe leadership et changement organisationnel. Donc, il nous indiquait, je dirais, j'assume pleinement la leçon qu'ils ont donnée, sur ces caractéristiques, les caractéristiques du leadership transformationnel, qui est une condition nécessaire à la proactivité avec charisme, considération individualisée, stimulation intellectuelle et motivation inspirante. Espérons que nous soyons des leaders transformationnels. Mais alors, ça a une traduction sur le plan de l'organisation. Être proactif sur le plan de l'organisation, ça veut dire quoi? L'anticipation des tendances et des changements. Donc Oui. là, à l'heure actuelle, évidemment, on l'a eu au moment de la COP 28, c'est quel est l'avenir des énergies fossiles? Alors pour un pays comme le Mali, qui est un producteur potentiel de pétrole, ou pour votre voisin, le Sénégal, qui est un producteur qui est un pays qui commence à pouvoir produire du pétrole, évidemment, un horizon est raisonnable, est-il 2040, 2050? Et donc, à ce moment-là, toutes les logiques d'investissement, de durée de l'investissement,
de lourdeur de la dimension structurelle des investissements entre en ligne de compte. Deuxième perspective, l'innovation continue. On peut reprendre bien sûr l'exemple de l'intelligence artificielle. La gestion active des risques. Alors, pour travailler sur des logiques de responsabilité sociale industrielle de l'entreprise, pardon, aujourd'hui, la notion de proactivité est explicite dans les textes de l'Union européenne, en particulier ceux du devoir de vigilance. Et donc, dans les textes officiels est utilisée la notion de proactivité. C'est pour ça que je l'associe à gestion active des risques. Je ne suis pas omniscient, mais il est vraisemblable que ce terme est également utilisé dans le vocabulaire onusien. Hein, mais en tout état de cause, pour l'avoir rencontré récemment, puisque l'obligation dite du devoir de vigilance, c'est le 1er janvier 2025 pour des entreprises qui fournissent qui dépassent un certain seuil, mais en même temps avec une généralisation de cette vigilance sur l'amont et l'aval. Donc, très explicitement, les textes mettent en perspective la proactivité dans la mesure où comme on n'est pas capable de savoir ce qui se passera demain, on ne peut pas transformer ce devoir de vigilance avec des procédures figées, d'où la référence à la proactivité. Autre élément, apprentissage continu, engagement des employés Mhm. sont des facteurs majeurs de proactivité. Docteur Gakou, quand on vous parle de proactivité, quelle illustration vous pouvez nous donner dans le contexte qui est celui du Mali aujourd'hui? Oh, en termes de proactivité, vous l'avez, comme a dit le professeur, que vous avez donné la meilleure en fait, illustration possible. C'est-à-dire que déjà, nous avions déjà mis les cours en ligne ici et c'est après l'avènement de Covid que les gens se sont mis à l'exploiter. Donc oui, la proactivité au Mali, comme on le dit, ne peut pas être en fait un monopole d'avantages compétitifs. Non, parce que toute entreprise qui souhaite garder le leadership, on a dit que la proactivité, c'est versus réactivité. Et on sait que la réaction vient après l'action. Donc, ce qui Mhm. naturellement pourrait dire qu'il faut toujours être dans la révolution plutôt que dans la réaction, parce que le suiveur ne peut pas être un leader. Donc, il Mhm. s'agit là d'être un leader dans l'entrepreneuriat, un leader dans le management. Donc, naturellement, la proactivité prend tout son sens dans ce milieu-là. Mais Voilà. docteur Gakou, Oui, si on prend le cas du DBA, le DBA est un programme de formation pour managers qui est en phase d'émergence. Il est probablement dans la situation du MBA il y a quelques décennies. Donc, lorsque vous avez lancé au Mali le programme de DBA en partenariat avec Business Science Institute, c'est une forme de proactivité parce que vous n'avez pas réagi à une demande du marché, vous arrivez avec une offre qui est une offre créatrice avant même que le marché n'existe. Et vous proposez un programme qui permet à les managers de se former et de répondre aux défis actuels et aux défis de demain. absolument. Une très belle illustration. C'est D'ailleurs, une, exactement, les gens demandaient toujours c'est quoi le DBA. Et effectivement, c'est la meilleure réponse à mes besoins, disent-ils, selon certaines personnes, parce que voilà, c'est en tant que manager, et ils ont compris en fait l'opportunité qu'offre ce DBA. Et au contraire, au lieu de dire que nous sommes assez occupés professionnellement, alors, toute cette occupation, sous toute occupation, se trouve un sujet brut de thèse, ou même une thèse déjà qu'on doit tout simplement passer par les mots scientifiques et académiques pour soutenir. Donc, voilà, c'est que très souvent, les gens ont une ambition de progresser dans les études, mais ils sont souvent bloqués par des contraintes de temps. Voilà. Et ces contraintes de temps, en tant que manager, seront quand même, en fait, réellement les atouts pour pouvoir rédiger une thèse de DBA. Parce que oui. vous allez travailler sur ce que vous êtes en train de faire
ce que vous connaissez et que vous allez créer de la connaissance à partir de ça. Voilà exactement un exemple assez proactif. Merci. Docteur Perqueux, le troisième pilier de la réponse que vous apportez aux défis actuels, c'est la résilience. Alors, la résilience, je prends un coup et pourtant, je m'en relève. Hein, si je résume de façon moins intellectuelle ma définition, je prends un coup et je m'en relève. Et donc d'ailleurs, ce concept, lui aussi, est né au début des années 80 avec deux idées. Alors, c'est le coping to cope with, hein, à l'anglais, c'est le terme anglais, faire face, je m'ajuste. Alors voilà, j'ai mes revenus qui diminuent et pourtant, je continue à nourrir ma famille, même si je suis obligé de changer de menu, hein, pour prendre des exemples individuels. Et l'autre élément, c'est on reconnaît la résilience est un facteur majeur d'invulnérabilité. Je prends un coup et pourtant je m'en relève. Et entre résilience et flexibilité, bien évidemment, il y a des liens qui sont des liens importants. Alors moi, je le mettrais, c'est plutôt dans le temps. La flexibilité est immédiate, enfin, à Oui. court terme, tandis que la résilience s'exprime dans le moyen et dans le long terme. Mais effectivement, on pourrait dire que, il y a une filiation entre les deux, mais c'est bien la différence de Hmm. temporalité qui la distingue. Alors, au début de l'usage de la notion individuelle, je reprends, de l'usage de la notion de résilience, on disait qu'il y avait une origine intrinsèque. Moi, je serais plus résilient que mon voisin pour un certain nombre de traits de caractère. Et donc, on a eu tout un débat en psychologie sur est-ce que j'ai vraiment une psychologie de résilient, et si je ne le suis pas, comment faut m'aider. Et deuxième perspective, la résilience résulte d'une forme d'apprentissage, hein, acquise, variable, relative, en fonction des coups qu'on prend au fur et à mesure que nous vieillissons. Hein. Donc, cette question de l'expérience joue un rôle important comme élément constitutif de la résilience. Nous, en Europe, son actualité est apparue au moment il y a une dizaine d'années, au moment de la mise en exergue des risques psychosociaux et donc de la place croissante accordée au stress, au burn-out. Stress lié, par exemple, à l'usage d'autres types de technologies. Donc là, on pourrait dire que, en tant qu'enseignant de sciences de gestion, on peut interpréter, nous sommes stressés par l'apparition des IA, puisqu'on est obligé de faire avec. Hein, et burn-out, c'est quand je prends ou que l'on m'impose trop d'activités, où là, je ne m'en sors plus. La résilience est un concept aujourd'hui qu'on utilise. Alors, on va être obligé d'aller rapidement, mais c'est un concept qui est très utilisé dans différentes disciplines. Alors, si on se focalise sur le management, comment vous Voilà, l'approchez? Euh, alors, en management, il y a deux perspectives. Donc là, j'ai mis, puisque vous le voyez, j'ai mis les différentes origines, d'ailleurs dans l'ordre d'apparition historique. Et donc, vous voyez que le management, c'est l'approche, relève aujourd'hui d'une approche le plus souvent individuelle de la résilience pour capacité à réagir, d'où l'affiliation à temporalité près avec la flexibilité. Euh, Approche individuelle, donc dans le fonctionnement des organisations, des traits psychologiques selon que l'on offre ou que l'on reçoive de la résilience. Alors, comment auteur majeur, Stephen Hopfall, alors je le connais personnellement, c'est un type vraiment absolument génial, qui a mis en place la théorie de la conservation des ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en particulier, il a remis la résilience dans une dimension organisationnelle. Si je suis le salarié d'une entreprise qui est en difficulté, je vais essayer de conserver mes ressources au sens individuel, mais de contribuer à la conservation des ressources de l'entreprise. Pour prendre cet élément, cet exemple. Donc, il met l'accent sur des éléments objectifs. Si je prends un coup, je ne peux pas m'abstraire du coup que je prends, mais il se concentre plus sur les circonstances du stress plutôt que sur l'évaluation personnelle. Et donc,
La résilience se caractérise pour lui, au sens individuel, par notre vocation à conserver les ressources. Et au plan organisationnel? Alors, au plan organisationnel, moi j'ai des difficultés et donc je dis c'est une métaphore et c'est une métaphore de quoi? Alors aujourd'hui j'ai mis des contextes contemporains de la résilience. Le survivalisme, hein, comme il en est question dans l'implicite du développement durable, c'est-à-dire allons-nous survivre? Et là, en l'occurrence, comment une entreprise peut survivre aux aléas climatiques ou aux aléas associés aux logiques de développement durable? Je parlais du devoir de vigilance. Les entreprises européennes auront l'obligation d'inspecter le contenu environnemental de leurs fournisseurs et de leurs clients, et de faire des garanties environnementales à leurs clients. De la pérennité de l'organisation qui survit par rapport à celle qui disparaît par défaut de résilience. Donc, on parlait de pérennité. Est-ce que la résilience est une façon contemporaine, actuelle de parler de Mmh. pérennité? Et enfin, de rebond par rapport à la dépendance de sentier qui marque l'importance accordée à la capacité de compréhension des signaux faibles. Est-ce Mmh. que nous allons travailler à BSI en tant que directeur de thèse en concertation avec les auditeurs et les auditrices avec ChatGPT? Absolument, c'est une question. D'ailleurs, on anime samedi à 12 heures, je crois, heure universelle ou 13 heures heure universelle. Le professeur Jean Mascarola organise un séminaire sur l'utilisation de ChatGPT dans le cadre des thèses et tous les participants au présent webinaire sont bien sûr invités à ce webinaire. Docteur Gakou, la résilience pour vous, un exemple, une illustration? La résilience, pour nous, déjà, il faut comprendre que même dans le contexte de Business School au Mali, vous savez, au début, on a subi assez de chocs. Voilà, donc, parce qu'au début, vous savez, l'université même au Mali, ça date de 96. Et avant, il n'y avait que le système des grandes écoles. Donc, le système éducatif de l'enseignement supérieur était uniquement de former pour l'État. Donc, du coup, quand on voit maintenant que l'école, l'enseignement supérieur est privatisé, c'était un choc. Donc, comment résister dans tout ça et que On ne vous entend plus. J'ai perdu le son pour ce qui me concerne. Oui, c'est également vrai. Je crois que ça doit être un problème de connexion lié au Mali. Voir le son va peut-être revenir. J'en profite pour dire à tous les participants, de très nombreux participants se sont connectés un peu en décalage. La vidéo du début, bien sûr, et de l'ensemble du webinaire sera disponible et leur sera adressée par l'équipe support et notamment par Frédéric qui a organisé ce webinaire. Et en attendant que le son revienne et que le professeur Gakou puisse terminer son intervention, je voudrais dire quelques mots. On est déjà très, très avancé dans le temps sur le Business Science Institute. Le Business Science Institute, et vous aurez les diapositives qui vous en présentent, c'est une institution qui a été créée il y a maintenant 10 ans avec une idée très simple, permettent à les managers au plan international de s'investir dans un programme doctoral. Le programme est double diplômant, c'est un partenariat avec l'Université Jean Moulin, avec l'IAE de Lyon. C'est un programme qui bénéficie d'une accréditation internationale, l'accréditation AMBA, et très récemment d'une certification Responsible Doctoral School. Et c'est un des programmes qui est unique par le fait que nous publions, les professeurs et aussi les docteurs publient un certain nombre d'ouvrages. Nous avons publié plus de 55 ouvrages qui permettent à la fois aux docteurs, aux doctorants de bien comprendre ce que les professeurs attendent d'eux et aux docteurs de valoriser les résultats de leur recherche. Donc, c'est un programme qui permet de la création de connaissances, mais surtout de la création d'impact. L'idée importante du DBA, c'est que
ce programme doctoral permet à des managers de travailler avec le soutien de professeurs internationaux et de créer de l'impact pour leur organisation ou pour leur pays, puisqu'on a un certain nombre d'alumni qui sont premiers ministres ou ministres dans leur pays, dans un certain nombre de pays, aussi bien en Europe d'ailleurs qu'en Afrique. Donc, ce point de vue-là, c'est un programme qui est assez original. On dit parfois qu'un DBA, c'est plus qu'un diplôme. Un DBA, c'est un générateur d'impact. Alors, le programme existe au plan international. On est un des plus gros programmes. On a environ de 120 doctorants managers venant de 50 nationalités. La moyenne d'âge, c'est intéressant, est de 45-46 ans. Donc, c'est un programme de maturité. Il ne s'adresse pas à des jeunes diplômés qui rentrent dans une entreprise. Il s'adresse à des personnes qui ont une expérience. Et le rôle du Business Science Institute, c'est d'avoir créé une organisation en réseau qui permettent à 150 professeurs d'aider ces doctorants managers, dont certains viennent d'Afrique, d'autres de Singapour, d'autres du Canada, des USA et bien sûr d'Europe. On a fait soutenir depuis 10 ans plus de 160 thèses et ça a été possible grâce à l'implication d'un certain nombre de professeurs et des professeurs qui sont tous des publiants, des professeurs de renommée internationale. Docteur Gakou, est-ce que le son est revenu? Est-ce que vous voulez terminer votre intervention? Oui, le son est revenu. Merci. On a été suffisamment aidé. Vous êtes résilient, donc vous êtes toujours là. Est-ce que vous... Voilà, donc, on reste et on tient. Voilà, jusqu'au bout. Très bien. Donc, voilà, je vous laisse continuer. Je sais que vous avez déjà paraphrasé ça, donc je vous laisse continuer. Merci, docteur. Alors, le programme d'exécutif d'IBA, eh bien, toute l'information est disponible en ligne et bien sûr, je ne vais pas prendre du temps maintenant pour décrire le programme, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce programme, il s'adresse à des managers en activité. La première phase du programme, elle permet d'identifier le directeur de thèse le plus rapidement possible et elle permet de préciser le sujet du doctorant. La deuxième phase, c'est les lectures, l'écriture, le terrain, bien évidemment. Et la troisième phase, c'est à la fois la rédaction de la thèse et la préparation de la soutenance. Euh, J'accélère le débit de façon à pouvoir tenir le temps. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un double diplôme entre le Business Science Institute et l'Université de Lyon qui délivre son DBA à tous nos étudiants et tous nos étudiants sont inscrits à l'Université de Lyon, ont accès aux bibliothèques de l'Université de Lyon et à toutes les facilités ainsi qu'au corps professoral de l'Université de Lyon. Un des points importants sur lequel on insiste, c'est que le DBA, c'est plus qu'un diplôme. Le DBA, c'est une opportunité de créer de l'impact. Vous avez là le Financial Times a mis en exergue une de nos doctorantes suisses qui travaillait dans les approvisionnements et sur le développement durable de la chaîne logistique. Et donc, au plan international, il est intéressant de voir qu'une doctorante manager peut, avec l'aide des professeurs, eh bien, produire de la recherche qui est de la recherche utile. Et ça, c'est l'élément essentiel. Professeur Péqueux, est-ce que je peux vous passer la parole sur cette notion d'impact? Parce que je crois qu'un de vos doctorants a eu le prix Impact. Je vais même dire avec grande gentillesse, c'est que même un des doctorants maliens de l'an dernier a eu également le prix d'impact alors qu'il n'était pas dans les cohortes de Bamako 1, Bamako 2. Donc, prix d'impact, oui, alors l'impact était... toutes les thèses sont des argumentations originales et notre ami a eu l'idée, eu égard à comment l'expérience professionnelle qu'il avait, de poser la question de l'internationalisation régionale d'une entreprise qui est un groupe des industries agroalimentaires que vous êtes mieux capable que moi de vous figurer quand vous y êtes localement, mais il a posé la question de son internationalisation. En cela, c'était un véritable impact. Cette question n'avait pas été posée de cette manière-là Mhm. dans la sous-région. Mhm.
très intéressant. Je voudrais signaler aux participants qui sont de plus en plus nombreux, et je rappelle à tous ceux qui se sont connectés tardivement que la vidéo leur sera transmise, un livre qui vient d'être publié il y a quelques semaines, 80 récits d'impact du DBA. On a interrogé 80 alumni et on leur a demandé quels étaient les impacts du programme. Et la lecture de ce livre est vraiment très enrichissante et elle montre que vraiment on va au-delà du diplôme et que le DBA est une opportunité pour les managers de créer de l'impact. Pour entrer dans le programme, professeur Péqueux, deux conditions formelles. Ben, la première condition, c'est 5 années d'expérience managériale au minimum et un MBA ou équivalent, puisque ça permet d'avoir une terminologie générale qui évite les atermoiements de chaque logique institutionnelle propre aux différentes régions, aux différents pays. Ce qu'on conseille aux candidats, c'est de nous envoyer leur CV, c'est la première étape. Et on leur répond très rapidement, en général, dans les 48 heures. On leur dit, votre dossier sera éligible ou ne sera pas éligible. On ne veut pas vous faire perdre du temps en tant que manager, vous êtes très occupé. Et on vous encourage à avoir un CV très synthétique. La profession actuelle, le nombre d'années, le diplôme. Il faut savoir que c'est un diplôme de maturité. La moyenne d'âge des doctorants, même s'il y a un écart type, hein, les plus jeunes ont 35 ans, les plus âgés ont plus de 70 ans. C'est un programme de maturité parce que le sujet de thèse est un sujet qui est ancré dans l'expérience managériale des cadres qui s'investissent dans le programme et c'est ainsi qu'ils créent de l'impact parce qu'ils choisissent, ils se saisissent d'un sujet qui est pour leur entreprise ou leur organisation ou leur ministère ou leur État un défi managérial. Et en fait, ils apportent à la question managériale, ils apportent des recommandations, des réponses qui sont des réponses bien sûr conceptuelles, mais aussi des réponses managériales. Et vous pouvez aussi à tout moment, hein, sachez-le, avoir des contacts avant même de déposer votre dossier avec le professeur Péqueux, avec moi-même. Il suffit de prendre contact avec nous et un rendez-vous est peut-être fixé de façon extrêmement rapide. Vous avez là tous les mails pour en savoir plus, contact@business-science-institute.com. Président, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous m'envoyez un mail directement. Et puis, vous avez aussi tous les contacts de l'ISPRIC, puisque notre partenaire à Bamako est l'ISPRIC, et pourra vous renseigner sur tout le fonctionnement du programme. Je vous invite aussi à regarder notre site business-science-institute.com. Et je vais passer la parole au docteur Gakou pour un mot de conclusion. Merci, mes chers professeurs. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ces moments d'intellection avec vous et ces moments de complexité pour, on va dire, l'essor du management, et particulièrement au Mali. Donc, je vous remercie pour votre altruisme et surtout, je répète que le programme, nous allons lancer tout à l'heure la troisième promotion de Bamako et les inscriptions sont ouvertes. Donc, nous sommes déjà en train de recevoir assez les CV et donc je demande aux uns aux autres d'envoyer rapidement les CV pour qu'on puisse aller rapidement. Voilà, et ce programme s'il faut le dire encore, et on parlait tout à l'heure de l'impact. Et un des impacts que le professeur Peke n'a pas dit, c'est que celui qui a remporté le prix d'impact était le directeur général adjoint de l'un des plus gros groupes du Mali. Et aujourd'hui, grâce à sa thèse, il a démissionné pour créer son entreprise. Et il est lui-même exploitant agricole d'un certain niveau. Et je m'approvisionne même chez lui, honnêtement. Donc, c'est pour dire que voilà, cette thèse, c'est, par ailleurs, peut-être c'est une bonne nouvelle et d'autres, c'est pas une merveilleuse nouvelle. Voilà, ça permet de prendre un certain niveau de conscience pour encore aller plus de l'avant. Voilà, ce sont ces mots de Merci. conclusion que j'avais tout en vous remerciant. Merci, docteur Gakou. Vous illustrez tout à fait un des résultats du livre sur les 80 récits d'impact, où ce qui ressort des 80 interviews des alumni, c'est que l'impact est individuel, l'impact est organisationnel et l'impact est aussi sociétal.
parce qu'on s'aperçoit que les thèses de nos doctorants sont en lien avec les objectifs de développement durable et qu'elles contribuent aussi à l'évolution de nos pays. Et ça, c'est quelque chose d'important. Merci à vous tous. Merci aux très nombreux participants qui se connectent, qui n'arrêtent pas, de nouveaux participants n'arrêtent pas de se connecter. Vous recevrez tous l'enregistrement de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un entretien préalable à votre dossier. Vous avez mon mail qui s'affiche sur cet écran. Merci, professeur Péqueux, d'avoir préparé cette très intéressante interaction sur trois concepts clés qui sont bien évidemment utiles aux managers. Merci, docteur Gakou, pour votre accueil et merci à l'équipe support et notamment à Frédéric qui pilote avec beaucoup d'efficacité tous les processus du Business Science Institute. Comme nous sommes attachés à la ponctualité, nous commençons à l'heure et nous terminons à l'heure. À bientôt. Au revoir. Au revoir.